savez, moi, je suis quelqu'un, quand je prends à cœur une question, c'est que il y a quelque chose dedans. Je vous ai dit, affaire de Mounogaga, là. Depuis Draman Ouattara est allé chercher les sorciers blancs qui ne peuvent pas caleçon. Les sorciers blancs qui ne peuvent pas caleçon, là. Parce que les gens disent les nudistes, c'est pas les nudistes, c'est pas les nudistes, c'est pas les touristes. C'est les sorciers blancs qui ne peuvent pas caleçon. Depuis Draman est parti les chercher pour aller les déverser dans la forêt de Mounogaga, là. Les populations autour n'ont plus la paix. Il ne peut plus aller et venir. Il ne peut plus voyager. Il ne peut plus se déplacer. Maintenant, quand les cadres de Mounogaga ont commencé à dénoncer ça, Draman Ouattara a commencé à les arrêter. Il a arrêté d'abord Vincent Djiropo. Après, il a arrêté Dominique Mensa. Il a arrêté Dominique Mensa. Aujourd'hui, il a arrêté 18 personnes. 18 personnes ont été arrêtées à Mounogaga. Est-ce que vous comprenez ça? 18 personnes. Il est parti les arrêter. L'intention, c'est quoi? L'intention, c'est d'embêter au maximum les populations de Mounogaga. Les 11 villages qui sont là-bas, là, les emmerder au maximum et les pousser à quitter leur village. Mais s'ils n'arrivent pas à les faire quitter les villages là par intimidation, eh bien, ils viendront avec les caterpillars pour venir détruire ces villages-là. Et puis, chers camarades d'Afrique, construire, comme je vous l'ai dit, parce que Madame Ouattara, Dominique Nouvian Folorou, avec son AICI, son entreprise immobilière AICI, en collaboration avec Adoa, entreprise marocaine, lorgne la belle de Mounogaga. Elle veut prendre la baie de Mounogaga. Elle veut construire Miami Beach là-bas. Donc, quand elle va construire Miami Beach, les villages qui sont à côté là, ça l'arrange pas. Donc, il faut chasser tous les villageois qui sont là-bas et puis qu'ils aillent quelque part là-bas. Des gens qui sont dans cette forêt depuis plus de 600 ans. C'est-à-dire que Draman Ouattara sa grand-mère n'était pas encore née. Son grand-père n'était pas encore né. Ceux-là, leurs aïeux vivaient là. Et donc, tu es allé chez ta go chouin là, tu es venu avec elle dans notre pays. Tu t'es arrangé avec Sarkozy, il t'a mis dans son sac. Et il allait te déposer à la tête de la Côte d'Ivoire. Maintenant, tu veux arracher les terres aux Ivoiriens. Je demande ici, comme je l'avais dit hier, je demande ici au peuple de Mounogaga, les Wénés de Mounogaga. Je vous demande ici, et je vous le dis clairement, chers camarades, personne ne viendra vous aider. Personne ne viendra vous sauver. Si quelqu'un dit, oh, venez nous sauver. Si quelqu'un vous dit qu'il va aller vous sauver là, c'est faux. Même moi, où je suis là, il ne peut pas aller vous sauver. Où je suis là, il ne peut pas aller vous sauver. Personne n'ira vous sauver. C'est vous-même qui devrez vous défendre. Moi, je dis la vérité. C'est vous-même qui devrez vous défendre et trouver les voies et moyens pour vous défendre. Parce que Draman Ouattara enverra les caterpillars. Il enverra les bulldozers. Donc, songez aux stratégies, aux voies et moyens pour vous défendre. Quand vous allez vous défendre et que ça va commencer à péter là, nous on va soulever ça pour que le monde entier puisse voir ce qui se passe là-bas. Mais si vous vous victimisez, pour dire, ah, ils sont en train de tuer, ils sont en train de gagner nos villages, si vous restez dans ça là, Draman va marcher sur vous, et puis c'est fini. Les baoulés de Bonon, les baoulés à Bonon là, allez leur demander ce qui s'est passé. 12 villages, 12, ils sont allés détruire, kosso, et puis il n'y a rien qui s'est passé. 12 villages. Il y avait des écoles. Il y a des gens qui vivaient là-bas depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire que Draman Ouattara, il s'est promené avec son passeport voltaïque. Là. Les gens, ils vivaient là-bas. Il est devenu ivoirien forcé. Les gens, ils vivaient là-bas. Et il est parti détruire. Il y a des gens qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas. Ben, il est parti détruire les villages.
Ils ne savent même pas où aller encore. Donc, je vous le dis, et je vous le répète. Défendez-vous. Défendez-vous comme vous pouvez vous défendre. Défendez-vous comme vous pouvez vous défendre. Ça, je vous le dis, parce que c'est une guerre que Dram Ouattara a déclarée au peuple de Côte d'Ivoire. Défendez-vous comme vous pouvez vous défendre. C'est ça que je peux vous dire. Et c'est ça la réalité. Alors, chers camarades d'Afrique, on va poursuivre avec nos vidéos. Continuez à partager, continuez à mettre la vidéo partout à travers vous. Sa souveraineté suite à la... Alors, le président Tchani a fait un discours chirurgical de plus de 20 minutes. Chers camarades d'Afrique, si je fais une vidéo simple, je ne pourrais pas bien décortiquer la vidéo. Le discours du président Tchani. Parce qu'il y a Béret dedans. Il y a les sons dedans. Il faut qu'on arrive à sortir ces sons-là. Il faut qu'on arrive à décortiquer. Il faut qu'on arrive à débusquer les non-dits du discours. Alors, chers camarades d'Afrique, on va aller avec la vidéo. Tapotez, 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 mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du CNSP. Voilà. Depuis lors, comme vous le savez, notre pays fait face à une adversité totale. D'un côté, de la part de tous les acteurs externes qui voudraient nous voir revenir dans leur giron, et de l'autre, des traîtres internes qui se sont compromis avec les intérêts étrangers et se sont adonnés à l'accaparement frauduleux de nos ressources publiques. Ah ouais. Mes chers compatriotes, le moment est certainement venu de vous entretenir solennellement de la stratégie cynique mise en place par nos ennemis pour mettre notre pays à genoux et le soumettre. D'abord, sous le coup de la surprise et de la colère, nos ennemis, comme vous le savez, ont décidé d'un embargo inédit et inhumain contre le peuple nigérien pour donner à leur agression militaire contre notre pays toutes les chances de réussir. La suite des événements est connue de tous. On l'a connu. Notre grand peuple, soutenu par ses frères du Burkina et du Mali, a su victorieusement y faire face avec dignité, résilience et détermination. Face à leur échec, au lieu de s'inscrire dans la marche de l'histoire en cours au Sahel, en prenant notamment acte de notre choix politique, nos ennemis, nostalgiques de leur position de puissance néocoloniale, et déterminés à défendre leurs intérêts, ont élaboré avec la complicité de certains Nigériens et des Africains renégats une nouvelle approche méthodiquement articulée autour des actions suivantes. Une cabale médiatique organisée contre le Niger, ses pays frères, ainsi que leurs dirigeants à tous les niveaux. Une approche machiavélique pour saper la cohésion entre les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie d'une part, et d'autre part, entre le CNSP et son gouvernement, avec la complicité de certains Nigériens. Une campagne diplomatique auprès de tous les pays et autres institutions sous-régionales, régionales et internationales pour diaboliser et isoler notre pays. 4. Une guerre financière et économique pour étouffer notre pays, tout en prenant le soin d'annoncer formellement la levée de l'embargo. 5. Des actions ciblées pour agiter le front social avec la complicité de quelques acteurs politiques et de la société civile. 6. Des démarches pour diviser notre peuple et pousser certaines communautés à se rebeller contre l'autorité de l'État. 7. L'installation de bases militaires, d'unités mixtes de déstabilisation et de cellules de renseignement dans certains de nos pays voisins dans une stratégie sordide
d'encerclement du Niger et des pays de la Confédération pour nous maintenir en permanence sous pression sécuritaire. 8. Enfin, la formation, le renseignement, le soutien financier et matériel à des groupes terroristes ainsi que leur encadrement et accompagnement sur le terrain des opérations. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, ceux qui nous combattent pour nos choix politiques ont juste changé de méthode. Ils continuent encore, par leurs actions perfides et subversives, à nous faire véritablement la guerre. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité qui, souvent, au prix du sacrifice suprême, protègent l'intégrité de notre territoire et assurent la sécurité ainsi que la stabilité de notre pays. Ah ouais. À leurs veuves et leurs orphelins qu'ils trouvent ici, l'expression de notre compassion et notre soutien total. C'est également le lieu de rendre un vibrant hommage à l'ensemble du peuple nigérien, nos concitoyens des villes, des campagnes et de la diaspora. J'aimerais ici vous dire que je sais ce que vous êtes en train d'endurer en termes de privation et de vie chère. Je mesure les sacrifices que vous êtes en train de consentir pour notre dignité retrouvée, pour la souveraineté de notre pays et pour que notre cher pays, le Niger, reste debout dans l'indépendance. Ah ouais. Je salue votre résilience, votre courage dans l'épreuve, votre patriotisme et votre sens de l'histoire. Vous avez décidé qu'il vaut mieux la dignité dans la souffrance au confort dans l'asservissement. Ah ouais. Les nombreuses contributions citoyennes au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, malgré les difficultés du moment, en sont des signes les plus éclatants. Elles sont la preuve de notre engagement collectif à faire désormais ce que nous pouvons pour notre pays. C'est là votre nouvel état d'esprit que je salue et pour lequel la patrie vous est toutes et tous éternellement reconnaissante. Je tiens à vous assurer que votre engagement et vos efforts commencent à porter leurs fruits. Celui de la dignité et de la souveraineté retrouvée, d'un Niger nouveau dans lequel les Nigériens sont maîtres de leur destin. Pour ma part, je tiens à réitérer mon serment solennel de ne jamais trahir vos aspirations et d'œuvrer avec vous, ensemble, à la réalisation de nos objectifs communs d'indépendance, de paix, de sécurité et de progrès pour le bonheur de tous, Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes. Ce 66e anniversaire est l'occasion de prendre un vibrant hommage aux pères fondateurs de notre République qui ont accompli la mission de leur temps avec les moyens à leur disposition. Force est cependant de reconnaître que pour de nombreuses raisons, parmi lesquelles le corset néocolonial qui a lourdement limité les marges de manœuvre de nos pays, mais aussi l'assujettissement volontaire et zélé de certains de nos dirigeants, la véritable souveraineté est à conquérir. Ça c'est clair. Après 66 ans, la bataille pour l'effectivité et l'efficacité de notre État reste entièrement à être menée. Or, de la même manière qu'il ne saurait exister de véritable État sans souveraineté, il ne saurait y avoir de développement sans État souverain. Seul un État souverain peut se développer. Il n'y a pas de précédent historique d'un État sous domination qui a réussi à se développer. Jamais. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes. Nos pères fondateurs nous ont transmis le flambeau. Ah ouais. Et notre génération a décidé de remplir plus que jamais sa mission afin que ce flambeau ne s'éteigne entre nos mains. La tâche est colossale. Nous le savons
tous. Mais sans triomphalisme aucun, nous pouvons déjà nous réjouir de certains accomplissements structurants. Ce que le peuple nigérien a réussi depuis le 26 juillet 2023, avec la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, c'est d'inscrire notre pays dans une nouvelle trajectoire qui, cette fois-ci, est porteuse d'espoir. Ce que nous avons réussi, c'est de renvoyer de notre pays, sans haine ni violence, les forces étrangères qui entravaient notre souveraineté et empêchaient véritablement à nos forces de défense et de sécurité de monter en puissance pour accomplir efficacement leur mission. Ce que nous avons réussi, c'est de dénoncer tous les contrats, textes législatifs, traités et conventions injustes qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt du Niger et qui freinent le développement de notre pays. C'est un signal fort pour tous ceux qui ont l'habitude ou ont l'intention de dominer ou de piller le Niger, que désormais notre pays défendra ses intérêts sans complaisance. Ce que nous avons réussi, c'est l'affirmation de notre souveraineté sur nos ressources naturelles longtemps spoliées et pillées par des puissances étrangères et leurs valets locaux. Ce que nous avons réussi, c'est l'unité de notre peuple sur des questions d'intérêt national. Désormais, tous les Nigériens regardent dans la même direction, celle qui préserve les intérêts supérieurs de notre pays, l'Abussanino. L'Abussanino. Ce que nous avons réussi, c'est de réveiller le patriotisme des Nigériens longtemps foulés aux pieds par des individus au service des intérêts personnels ou partisans et claniques, ou pire, à la solde des organisations mafieuses ou de puissances étrangères. Ce que nous avons réussi, c'est le soutien sincère de la population au gouvernement qui font désormais corps pour garder le pays sur la voie du développement. Ce que nous avons réussi, c'est de prouver que le Niger peut tenir debout, faire face courageusement avec succès au terrorisme, payer ses fonctionnaires, assurer ses dépenses de souveraineté de façon générale, bref, vivre sans la prétendue assistance étrangère souvent utilisée pour menacer ou humilier les Nigériens. Ce que nous avons réussi tous ensemble, c'est que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, les décisions qui engagent le Niger et son peuple sont prises au Niger par des Nigériens et dans l'intérêt du Niger et nulle part ailleurs. C'est ce qui nous a permis, en toute responsabilité et malgré le contexte difficile que nous connaissons, de prendre des mesures sociales à la fois symboliques et fortes que sont, entre autres, la baisse du prix à la pompe des hydrocarbures, la diminution des coûts de certains actes médicaux et chirurgicaux et la baisse des prix du ciment. Ça, c'est clair. Nigériens, mes chers compatriotes, ces réussites sont encourageantes. Il faut cependant les inscrire non seulement dans la durée, mais également dans une vision globale et cohérente pour fonder véritablement un projet politique et social. Pour ce faire, nous avons deux grandes approches au niveau national et international. Au plan international, nous avons créé une alliance avec des pays avec lesquels nous avons la même histoire, la même trajectoire, les mêmes défis, les mêmes peuples et les mêmes aspirations. L'alliance des États du Sahel qui nous unit au Burkina Faso et au Mali, deux pays frères qui sont résolument à nos côtés. Cette alliance, qui a évolué en confédération AES depuis le sommet historique de Niamey le 6 juillet 2024 et qui a vocation dans un proche futur à se transformer en fédération, Inch'Allah, va nous permettre de sécuriser notre espace commun et nous encourager véritablement sur la voie du développement. Ensuite, nous avons décidé de diversifier nos partenaires et d'inscrire désormais nos relations diplomatiques dans le principe de respect mutuel, d'égalité, de souveraineté,
d'un partenariat sincère, équilibré et gagnant-gagnant qui prend en compte les intérêts de notre pays. C'est certainement le lieu de remercier, au nom du peuple nigérien, des pays amis et frères qui ont fait preuve de compréhension et d'amitié sincère avec le Niger en ce moment difficile que nous vivons. Sans les citer, ils se reconnaîtront tous et savent qu'ils peuvent aussi compter sur le Niger. International. J'ai défini un cadre stratégique de gouvernance pour la transition intitulé pour le Niger, Labousanino Zenchankasani, qui se décline en 4 axes. Axe 1, le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale. Axe 2, la promotion de la bonne gouvernance. Axe 3, le développement des bases de production pour la souveraineté économique. Axe 4, enfin, l'accélération des réformes sociales. Oh, les gars, d'autre part, il est trop fort. J'ai élaboré des lettres de mission pour les membres du gouvernement. Chaque département ministériel va rendre compte le moment venu de l'exécution des missions à lui confiées et les conséquences en seront tirées. Cela en toute responsabilité. Il s'agit de notre devoir sacré de redevabilité envers le peuple nigérien. En tout état de cause, à un moment ou à un autre, chacun rendra compte de ses actes devant le peuple, devant l'histoire et devant son créateur. C'est aussi vrai pour les gouvernants que pour les agents publics, les pères de famille et chaque citoyen. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, pour finir, j'aimerais évoquer 3 sujets d'actualité d'intérêt national, voire international. On t'écoute. D'abord, comme vous le savez, notre pays a décidé, avec nos 2 autres pays frères, le Burkina Faso et le Mali, de quitter la CEDEAO. Il s'agit d'une décision irréversible, car longuement et mûrement réfléchie. Elle s'inscrit dans la démarche de reconquête de notre souveraineté pleine et entière, condition indispensable à notre sécurité et à notre développement dans le cadre de l'Alliance des États Sahel. Aussi, elle a le mérite d'avoir enlevé définitivement aux puissances étrangères et leurs valets africains tout moyen et toute légitimité pour nous faire la guerre à travers la CEDEAO, instrumentalisée et détournée depuis plusieurs années de ses nobles objectifs. J'aimerais par conséquent rassurer tous les Nigériens et au-delà tous nos concitoyens de la Confédération AES que la sortie de la CEDEAO n'entraînera pas le chaos pour nos pays et leurs nationaux. Le Niger et notre confédération continueront à entretenir de bonnes relations de voisinage et de coopération avec tous les pays de notre région ouest-africaine, comme c'est le cas d'ailleurs avec les 42 autres pays africains membres de l'Union africaine et les quelques 180 pays membres de l'Organisation des Nations Unies, épris de paix et de justice. En tout état de cause, je tiens à rassurer nos concitoyens de la Confédération que toutes les dispositions seront prises pour parer à toute éventualité. Le deuxième sujet que je souhaite aborder avec vous, chers compatriotes, a trait à la campagne hivernale. En effet, comme vous le savez, cette année, Allah nous a gratifiés d'un hivernage fécond. Les pluies ont été abondantes. Aussi, elles ont certes causé d'importants dégâts matériels et endeuillé nos familles. À cet effet, j'ai une pensée pieuse pour nos disparus et salue les efforts de tous ceux qui nous ont soutenus pour faire face à l'urgence et en particulier le comité national qui a fait la preuve que le Niger est souverainement à même de gérer un tel type de situation. Mais ces pluies nous ont surtout permis d'avoir une récolte et des pâturages abondants. J'invite par conséquent tous les services compétents de l'État et l'ensemble des Nigériens à tirer toutes les leçons de cette campagne hivernale pour que les pluies dans notre Sahel aride ne soient plus synonymes d'inondation, de destruction,
de désolation et de mort, car elles sont un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le traduit si bien l'adage Hausa qui dit Rua Lema Taïgara. Ah ça. D'autre part, je lance un appel pour une gestion rigoureuse et responsable des bienfaits de cette campagne hivernale, en préservant notre pâturage des feux de brousse et en gérant nos récoltes en bon père de famille que nous devons tous être. Enfin, j'invite tous les Nigériens à se départir des messages mensongers, diffamatoires, haineux sur les médias et autres réseaux sociaux. Ils sont contraires à nos valeurs traditionnelles et religieuses. Ils participent à nous distraire pour nous éloigner du vrai débat public sur nos intérêts vitaux et stratégiques à un moment où nous sommes véritablement en guerre contre nos ennemis qui tentent par tous les moyens de briser notre vivre ensemble pour empêcher notre marche résolue vers le progrès. Ah ouais. C'est dire que l'heure est plutôt à la vigilance pour déjouer la campagne d'intoxication et de désinformation entreprise par les sponsors du terrorisme au Sahel pour saper le moral de nos troupes, inciter à la haine ethnique et briser notre cohésion sociale héritée de nos ancêtres. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, au terme de mon allocution, je tiens à rendre un hommage sincère et mérité à tous ceux qui se sont mobilisés et continuent de se mobiliser pour défendre notre dignité et notre souveraineté. C'est sur votre ferme engagement que repose la réussite de nos projets pour le Niger. Je prie Allah, le clément et le miséricordieux, qu'il accorde son paradis éternel à nos frères et sœurs, militaires comme civils, victimes du terrorisme, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. À tous, sachez que votre sacrifice et vos efforts ne seront pas vains. Le Niger est sur la bonne voie, celle du progrès pour tous ses fils. Aussi, j'invite chaque Nigérien à se forger l'intime conviction que le Niger est notre bien commun. Il nous appartient à tous et non pas à une quelconque puissance étrangère ou à une quelconque organisation régionale ou internationale. Il revient par conséquent à nous, Nigériens, et à nul autre individu, pays ou organisation, non seulement de protéger notre pays pour le ICO au niveau des pays prospères, mais également d'en tirer la détermination pour ne céder à aucune menace, aucune injonction, d'où qu'elle vienne. Ah ouais, ah ouais. Intégrons donc définitivement que le Niger, terre de nos ancêtres, est éternel et que les difficultés de l'heure sont nécessairement passagères. Leur intrigue, leur sursis en espérant que la confédération s'effondre dans les mois à venir, ainsi que leur plan satanique de déstabilisation échoueront sans aucun doute, Inch'Allah, face à notre détermination et avec l'aide d'Allah. Enfin, je voudrais, en ce moment où le regard des Nigériens est tourné vers les compétitions de notre lutte traditionnelle, qui est à sa 45e édition, souhaiter une belle coco à Kalgagia à tous. Que le meilleur gagne et que les Nigériens fraternisent dans leur diversité culturelle et la sécurité. C'est ainsi que le Niger gagnera. Vive la République, vive le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et son gouvernement, vive le peuple uni et engagé pour sa souveraineté, vive la Confédération Alliance État du Sahel, vive le Niger, je vous remercie. Aïe, 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 camarade. Non, j'ai dit, hier, moi, il m'a écouté le discours. Aujourd'hui, là, il sortait. Frère, j'ai placé mes écouteurs. J'ai mis un ici. J'ai mis un là. Puis il est calé. Camarade peu d'Afrique, puis il est calé. Ya, André, c'est son. André, c'est musique de My System. Il dit, il est My System encore. Espoir 2000. André, c'est Espoir 2000. André, c'est pas de sabot qui est en train de chanter dans mes oreilles. Hein? Non, Chani,
Je me demande, franchement, hein, on va appeler d'Afrique, franchement, je me demande comment ils supportaient le comportement plavantiste, le comportement de Larbin, le comportement, je dirais, d'élève de Bazoum. Parce que c'est lui qui était le chargé de la sécurité de Bazoum. Je me demande comment il faisait pour garder ça. Comment il faisait pour supporter tout ça. Comment il faisait, comment il s'arrangeait. Avec ce qu'il est là, avec ce qu'il est en train de démontrer au monde. Ce qu'il est en train de montrer aux gens. C'est que son visage qu'il est en train de révéler aux gens aujourd'hui là. Avec quelle patience il arrivait, c'est-à-dire à supporter le comportement de Bazoum. Le général Henri Bugard, le chef d'état-major de la France, s'est levé de la France pour aller au Niger, pour aller intimer l'ordre au président de la République Bazoum de relever de ses fonctions le chef d'état-major du Niger. Parce que le chef d'état-major du Niger s'était levé pour aller au Mali, pour aller rencontrer Assimi Goïta, avec Assimi Goïta lui permettre de poursuivre les terroristes en territoire malien sur au moins 10 km. Parce que les terroristes venaient narguer les militaires nigériens à la frontière. À cause de ça, hein, il s'est levé pour aller demander au président Bazoum de relever le chef d'état-major, l'ancien chef d'état-major. Mettez-moi son nom là, j'oublie son nom, mettez-moi le nom là, le nom de l'ancien chef d'état-major du Mali, qui est devenu ministre de la Défense aujourd'hui là. Mettez-moi son nom là. Oh, Maudit, merci. Salifou Maudit. Salifou Maudit. Et il a demandé à ce que Salifou Maudit soit affecté au Qatar comme ambassadeur du Niger au Qatar. Et qu'enlever son pied même dans l'histoire militaire du Niger. Je me demande comment est-ce que Bazoum, comment est-ce que Tchadi faisait? Et il restait dans l'ombre. Avec toute cette fibre patriotique qui est en lui. Je me demande comment il faisait. Comment il faisait? Hein? Orano, d'abord arriva, puis Orano volait pratiquement tout l'uranium du Niger. C'est qu'il prenait gratuitement l'uranium du Niger. De un, c'est Orano qui exploite. C'est Orano qui déclare la quantité d'uranium extrait, c'est Orano qui fixe le prix. C'est Orano. C'est-à-dire que, qui fait tout. Donc, Orano prenait tout. Peut-être, Orano donnait, on va dire, si on calcule bien ce qu'il venait au Niger, c'était environ 4%. 3 à 4% de l'exploitation de l'uranium qui venait au Niger. Mais, comment Tchani faisait, avec quelle patience il endurait tout ça? Avec quelle patience il endurait tout ça? Un homme comme ça. Et on dit, ça doit les micros. C'est ce que les Djura disent. Ça doit les micros. C'est-à-dire que le serpent, là, c'est quand il se cache qu'il grossit tranquillement. Sans se faire repérer par d'autres espèces qui peuvent peut-être le tuer. Vous comprenez ça? C'est Tchadi, il est resté dans l'ombre. D'abord, dans l'ombre de Bazoum, de Youssoufou. Après, dans l'ombre de Bazoum. Mais où la goutte d'eau a débordé le vase, c'est quand Bazoum a fait sa conférence de presse pour dire que les terroristes sont forts que les militaires. Tchadi dit non, tu as touché à ma dignité de militaire. Aïe! Les Salifou maudits, ils ont écouté. Mais Bazoum, quand le général Bugard est parti là, quand il est allé au Niger là, est-ce que vous savez que quand Maudit est parti au fond pour aller dire aux militaires que les terroristes narguaient vers André Boucan à la frontière Niger-Mali là, pour lui leur apporter la bonne nouvelle, pour leur dire que oui,
Assimi Goïta a accepté que les Nigériens puissent poursuivre les terreaux sur 40 km en territoire malien. Mais il a subi une embuscade. Il a subi une embuscade, moi. Est-ce que vous savez ça? Il a subi une embuscade. Mais, quand il a subi l'embuscade, en bon militaire, ils se sont dégagés dans un premier temps et ils ont lancé la contre-offensive et ils ont pu attraper des militaires, deux terreaux. Et il s'est avéré que les deux terreaux étaient des Français. Vous comprenez ça? Alors, le général Buga a demandé à Bazoum non seulement de libérer ces deux Français, mais aussi il y avait des anciens terreaux, il y avait des chefs terreaux là-bas. Il lui a demandé de libérer tout cela. Et ces gens-là qui ont été libérés se sont retrouvés encore sur le front en train de combattre les Nigériens. L'armée nigérienne arrive à capturer des terreaux et les envoie à Niamey, conformément aux lois de guerre. Bazoum les libère et les mêmes terreaux encore viennent attaquer les mêmes militaires nigériens qui les ont arrêtés. Mais Tiani, il a appris tout ça et puis il est malade. Il dit non, c'est mort, on va l'attraper. C'est là qu'ils ont appelé tous les Toumbal, tous les généraux Barmou, tous les maudits, et tous. Et puis ils disent, bon, on va le Syrie. Aïe, Tiani dit non, laissez. Il y a le Syrie. La demande à ces éléments, mettez-le aux arrêts. De là à là, il dit mettez-le aux arrêts. Puis ils ont eu Bazoum aux arrêts. Ouattara est fâché. Lui, il avait déjà fait un business avec Bazoum sur l'hélioduc. Lui, voit l'argent dans tout. Il ne sait pas. C'est que il ne se dit pas qu'il va mourir. Pour lui, il ne va pas mourir encore dans sa vie. Pour lui, il va mourir dans sa vie. Mais il va mourir. Lui, il avait business avec Bazoum. Mais aujourd'hui, son business est tombé à l'eau. Tiani, ça a assis sur tout. Tout revient aux Nigériens. Tout revient aux Nigériens. Il n'y a personne qui peut faire quelque chose. Tout revient aux Nigériens. Franchement, je voudrais saluer Tiani. Je voudrais le féliciter. Ouais, je voudrais le féliciter. Moi, général, on est ensemble. Vous et nous, là, on est ensemble. Moi-même, là, il est ici dedans. Ici avec vous, jusqu'à la gare. Ce combat-là, on va le mener ensemble jusqu'à la gare. Et puis, on va gagner. Ça, c'est clair et net. J'ai confiance, on va gagner le combat. Camarade d'Afrique, ça c'est ton problème là. Camarade d'Afrique, Assimi Goïta a suspendu le permis d'exploitation de l'or d'une entreprise. Camarade d'Afrique, ceux qui sont à Orléans là, je répète, Orléans, j'arrive. Orléans, je serai à Orléans le samedi 28, samedi prochain, samedi 28 décembre. L'adresse prenez en même temps 1 rue Vette. C'est dans une salle. J'appelle tous les militants et ses partisans d'Orléans à venir ce jour-là. Tous les panafricains. Venez à Orléans. Je serai là. On sera avec une délégation. On sera là. On va répondre à vos questions. On va se parler. On va faire le live physiquement. Vous et moi, on va faire le live à Orléans. Vous avez compris? Donc, mobilisez-vous. 1 rue Vette, à partir de midi 00. 1 rue Vette. Voilà, Orléans. Alors, qu'est-ce qui se passe au Mali, chers camarades d'Afrique? L'État malien bloque les exportations de la mine d'or exploitée par l'entreprise canadienne Barrick. L'État malien a bloqué ça. Qu'est-ce qui se passe? Il s'agit de la mine d'or de Loulo Gunkuto, gérée par Barrick. C'est une entreprise canadienne qui fait l'or. Si le blocage des exportations devrait perdurer, Barrick sera contrainte de suspendre ses opérations, ce qui aurait un impact supplémentaire sur la viabilité de ce moteur économique essentiel pour le Mali. Rapporte dans un communiqué la gestionnaire de la mine de la canadienne Barrick Gold. Vous comprenez ça? Les autorités maliennes accusent Barrick de malversation financière. Eux exigent le paiement d'environ 500 millions de dollars
à la suite d'un audit qui a révélé un manque à gagner estimé à entre 300 à 600 milliards de francs CFA. Entre 300 à 600 milliards de francs CFA. Vraiment, ils ont volé ça. En novembre, plusieurs employés de Barrick ont été arrêtés et emprisonnés, tandis qu'un mandat d'arrêt a été émis contre le PDG de la société, Mark Bristol. Mark Bristol, si tu es garçon, viens au Mali. Si tu es garçon, va au Mali. Espèce de voleur, sauve-le. En 2023, la mine a produit près de 700 000 onces d'or, ce qui représente une contribution de plus d'1 milliard de dollars à l'économie locale. Plus d'1 milliard de dollars à l'économie locale. Ils volent. Je vous dis que, avant les Assimi Goïta là, comme cela s'est fait en Côte d'Ivoire, avant les Assimi Goïta là, quand une entreprise vient comme ça là, elle signe les accords. Les retombées sociaux qui doivent revenir aux populations, elle signe tout. Elle ne fait rien pour les populations. Et puis, il n'y a pas de contrôle. Mais puisque les contrôleurs de l'État eux-mêmes sont corrompus, je vais vous donner une anecdote. Moi, j'étais manawa au lycée professionnel de Bouaké. Quand le lycée professionnel était en train d'être réhabilité, il était manawa. C'est la banque islamique qui avait décaissé 4 milliards pour réhabiliter le lycée. Frère, il était ce qu'on appelle un casseur. Vous connaissez les casseurs là? Ceux qui mouillent le béton là. Frère, moi j'étais un casseur. C'est-à-dire que quand je verse le concassé comme ça, je verse sable dessus, puis je verse ciment dessus, puis je demande un peu de verser l'eau dessus. Puis quand je prends la pelle comme ça, oh, il est comme ça, il est un boulot bas. Au nom de Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? C'est que les contrôleurs de l'État, quand ils allaient sur le chantier, ils viennent voir les qualités du matériel que l'État a demandé, que l'État exige. La tôle rouge avec la bonne qualité. Mais je connais un Libanais qui a versé peinture rouge sur sa tôle. Tôle normale, il a versé peinture rouge dessus. Et puis il l'a mis en haut. Le contrôleur a constaté. Et puis il a donné un jeton au contrôleur. Les contrôleurs, quand ils arrivent sur le chantier comme ça là, hein, camarade, quand ils arrivent sur le chantier comme ça là, mais c'est boron, ils prennent pour aller avec ça à la maison. Est-ce que vous comprenez ça? Deuxièmement, j'étais sur Matfos, une entreprise libanaise à Vidi. Matfos. Tapez sur Internet, Matfos. Les contrôleurs de l'État, quand ils venaient contrôler nos conditions de travail, moi-même, je disais que les conditions de travail où on est dedans là, c'est pas réglementé. Moi-même, je sais ça. Mais les contrôleurs, bah, bien là, ils vont venir, hein, ils vont rentrer. Il n'y a pas casse. On est dans pièces détachées. Il y a un moteur en haut là-bas, il y a un moteur là-bas. On est dans ça peut quitter en haut pour tomber sur toi. Soi-même là, frère. Il n'y a pas de sécurité. Ils vont regarder, puis ils vont partir au bureau. C'est le directeur. Ils vont prendre un jeton, et puis ils vont aller faire un rapport. Comment bana. Donc, c'est cette corruption, je dirais, inestimable qui existe dans la sous-région. Donc, les Maliens sont venus, eux, ils ne jouent pas. Tu t'amuses, eux, ils mettent audit dans ton cul. Si ça t'a pris, s'il y a malversation, tu as payé. Mais ils ont fait payer Orange. Orange a payé l'argent. On dit tu ne payes pas, tu ne travailles pas ici. Ami Djoubin. Il y a trop d'entreprises dans ce monde. Tu t'amuses, ami paye. Tu dehors, carrément. Tout de suite, carrément. Donc, Assimi Goïta n'est pas là pour s'amuser.
Il est là pour travailler pour le peuple. Quelqu'un même qui s'en fout. Il s'en fout de guerre privée. Il s'en fout d'aller où... Non, voici il est même chose. Il s'en fout de maison. Non, il s'en tape. Est-ce que le peuple est content? Comment je fais pour que demain, quand je meurs là, on parle de moi en bien? Voilà leur intention. C'est comme Gbagbo. C'est comme Gbagbo. Quand ils ont fini là, mais Gbagbo est le seul président en exercice. Écoutez très bien. Et ça, fouillez dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le seul président en exercice qui a livré ses collaborateurs à la justice. Fouillez dans l'histoire de la Côte d'Ivoire si vous avez vu un qui a fait ça. Le seul président ivoirien qui a pu livrer ses collaborateurs à la justice. Les gens qui avaient Kakaola, ceux qui ont voulu Kakaola, Gbagbo les a livrés à la justice. Gbagbo a commencé, je crois leur procès a commencé en 2008-2009. Le président Gbagbo est parti à Libye. Il n'y a pas encore de point sur leur procès n'a pas encore fini. Lui, affaire de déchets toxiques là, il est le seul à poursuivre les commanditaires. Jusqu'à présent, affaire là, c'est là. C'est à cause de ça d'ailleurs, il a construit le CHU de Angers. C'est pourquoi il a construit le CHU d'Angers. Pour soigner les victimes de déchets toxiques. Aujourd'hui là, ils sont livrés à eux-mêmes. Les victimes de déchets sont livrés à eux-mêmes. Vous comprenez ça? Donc, il faut des hommes intègres. Des hommes intègres. Des hommes désintéressés. Comme nous. Comme nous autres. Nous, on est intègres. On est désintéressés. Ce qui nous intéresse, c'est que demain, quand on meurt, et qu'on voit nos enfants, et qu'on se dise, ah, le petit qui va là-bas, là, son papa, c'était un homme. C'est ça qui nous intéresse. Naturellement, nos enfants, on va leur réserver pour ne pas qu'ils meurent de faim de la musique. Souvent, quand tu meurs les tontons, waouh, là même, qui viennent vraiment à ton jeton, les enfants, ils s'en sortent pas. Donc, on va naturellement trouver des trucs pour eux, pour qu'ils puissent, pour garantir leur avenir. Mais ce n'est pas des immeubles par-ci, des immeubles par-là, des comptes offshore. Pourquoi? Pourquoi ça? Tu veux voir ça? Tu peux finir toute ta vie dans la dé. Alors, c'est dans l'Afrique. On arrive au terme de notre émission. Nicolas Sarkozy. Sarko. Il a été condamné à 3 ans de prison, dont un ferme. Un ferme là, ça va être bracelet. En réalité, je l'ai dit dans ma vidéo, en réalité, ce n'est pas une condamnation, je dirais, pour punir qui que ce soit. Parce que la condamnation ferme ne va pas atteindre les 1 an. Même 6 mois, même, il ne fera même pas 3 mois avec bracelet. C'est mort. Parce que de 1, la loi française, quand il y a 70 ans, la loi demande un réaménagement de tes peines. Quand tu as 70 ans. Deuxièmement, quand tu te comportes bien, au-delà d'un certain nombre de temps, tu peux demander une réduction de peine. Ou bien tu peux demander, comment on appelle ça, une liberté sous condition. Voilà. Donc, ça, c'est... Mais ce qui est problématique dans sa condamnation, c'est son inéligibilité. C'est son inéligibilité pour 2027. 3 ans d'inéligibilité. 3 ans d'inéligibilité. Donc, 3 ans d'inéligibilité, tu as fait quoi là? Tu as fait comment? C'est chaud. Donc, voilà où le bas blesse. Parce que les Français, je dirais, l'État profond, les lobbies veulent placer, comment ils appellent le gars là? Gabriel Attal, le petit Béla, le petit Whoopi de Macron, qui était premier ministre récemment. C'est lui qui veut placer. Ou bien Gérald Darmanin. Donc il faut écarter les grosses têtes. Voilà. Donc Sarkozy aujourd'hui, le système le tient par le couille. Mais tout ça n'a rien. Nous on va le juger.
Quand on prend pour en Côte d'Ivoire, on va juger ça aussi. On va le juger par contumace. On va lui envoyer convocation d'abord dans son domicile ici en France. Il va dire non, naturellement il ne vient pas. On va envoyer encore, il va dire il ne vient pas. On va lancer mandat d'arrêt contre lui. On va lancer mandat d'arrêt contre lui. Et puis si on la série, si on la série, si ça va dans l'AES, là il va exécuter le mandat d'arrêt.